Bien, bonsoir à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure et bienvenue pour cette soirée de présentation organisée par le collectif pour Albi. On aura une présentation qui va être faite par Céline de Chavannes d'une petite heure sur le sujet. Et puis ensuite, on aura un petit temps d'échange, de questions. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur YouTube et sur Facebook. Et on essaiera de les remonter au fur et à mesure. Euh, Avant de commencer, je passe la parole en premier à Nathalie pour nous présenter le collectif pour Albi. Et puis Nathalie, te présenter, je te laisse la parole. Bonjour, donc le collectif pour Alni est un mouvement citoyen qui a présenté aux élections municipales de 2020 une liste intitulée Citoyens, écologistes et gauche rassemblée. Les trois axes de notre collectif pour Albi sont la démocratie, l'écologie et le social. La démocratie, c'est dans cette dynamique que s'inscrit la démarche d'aujourd'hui. Donc, une première visioconférence pour partager des informations sur un sujet qui nous paraît très important, c'est le dialogue territorial. Le dialogue territorial s'applique à tout un tas de sujets que nous avons sur notre territoire à vivre. Je vous laisse découvrir ce que c'est avec Céline de Chavannes, à qui je passe la parole. Merci. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Céline Deschavannes, je suis responsable d'un syndicat de rivière. Je vais vous présenter 2 cas concrets de dialogue territorial qu'on a pu expérimenter sur notre territoire. Voilà, donc retour d'expérience sur 2 cas concrets de dialogue territorial qu'on a organisés sur notre territoire. Donc d'abord quelques mots de contexte pour vous présenter d'où est-ce que je vous parle. Moi je travaille sur le bassin versant du Sornin. Donc le Sornin, c'est une rivière qui est un affluent de la Loire. Et c'est un territoire qui est à cheval sur 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, et 3 départements, la Loire, la Saône-et-Loire et le Rhône. Donc le CIMISOA, la structure dont je suis directrice, donc c'est une structure publique, un syndicat mixte intercommunal, le syndicat des rivières du Sornin et de ses affluents. Donc c'est une structure type EPCI, donc type communauté de communes, qui regroupe 4 intercommunalités. C'est une petite structure puisque nous sommes que 7 agents et nous intervenons sur un territoire plutôt conséquent qui représente 520 km². Et notre mission, c'est l'entretien et la restauration des milieux aquatiques, c'est-à-dire les rivières et les zones humides, dans un objectif de préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et également la prise en compte et la limitation de tous les risques qui peuvent être liés aux cours d'eau notamment. Donc rapidement pour vous présenter donc notre syndicat, donc comme toute structure publique, il est à la fois composé d'élus donc qui siègent au niveau du comité syndical. Donc nous avons 14 élus issus des 4 intercommunalités du territoire. Donc qui sont forcément en lien avec leur comité de communes et leur commune et qui ont, comme tous les élus, à traiter un certain nombre de compétences autres que celles dont on s'occupe nous. Et donc l'équipe salariée, une équipe de 7 personnes. Donc vous avez les photos de tous mes collègues et donc une équipe, enfin un syndicat plutôt opérationnel, donc vraiment tourné vers la réalisation de travaux, d'aménagements divers et également évidemment un certain nombre d'études. En termes de périmètre, donc pour être un peu plus précis, donc nous on travaille sur un périmètre qui est pas administratif, mais qui est bien un périmètre naturel qui correspond au bassin versant de la rivière dont on s'occupe, c'est-à-dire l'ensemble du territoire qui est drainé par cette rivière et ses affluents. Ça représente donc 250 km à peu près de cours d'eau principaux et ça touche 53 communes. Quelques images maintenant pour vous illustrer un peu le territoire. Donc ici, c'est une vue du point culminant du territoire qui est à peu plus de 1000 mètres d'altitude. Donc vous voyez un territoire vert et très vallonné. Avec un certain nombre d'activités quand même humaines et notamment agricoles et forestières. Ici, sur les têtes de bassins versants, tout ce qui est exploitation forestière avec plantation de Douglas.
Et quand on descend un petit peu plus dans le bassin, on arrive sur le territoire du Brionnais, donc vous connaissez peut-être ce nom-là, donc caractérisé par son bocage, ses élevages de charolaises au pré, un patrimoine également bâti et historique assez conséquent. Donc vous apercevez les cours d'eau qui traversent les prairies pâturées, donc qui est vraiment un contexte typique sur lequel on travaille régulièrement pour tout ce qui est restauration des rivières. Et ici, on arrive donc à la confluence du Sornin avec le fleuve Loire. Donc vous voyez une grande plaine avec la rivière qui fait des grandes tresses dans le paysage. Et nos bureaux se situent juste là. Je suis en photo. Donc le premier exemple, le premier cas concret que je vous proposais ce soir, c'était un cas qui concerne un projet de travaux sur une rivière qui s'appelle le Bézot, qui est un petit affluent du Sornin, au niveau de la commune de Charlieu. Donc c'est une commune qui se situe plutôt à l'aval du bassin versant. Vous voyez le point rouge sur la carte. Et vous apercevez également la petite photo où vous voyez la rivière Le Bézot dans son état initial, c'est-à-dire un cours d'eau qui ressemble plus beaucoup à une rivière, à mon sens, c'est-à-dire un cours d'eau qui a été complètement rectifié, sans arbres sur ses berges. Et vous apercevez également sur sa berge une digue, c'est-à-dire qu'il y a un merlon de remblai qui a été déposé sur la berge du cours d'eau pour protéger en fait des inondations toute une partie de la ville de Charlieu. Donc le secteur ici, c'est la zone urbaine et je vous montrerai dans la diapo juste après en fait la proximité des enjeux qui sont protégés par cet ouvrage. Donc ici une photo aérienne du site. Donc vous apercevez donc la rivière du Bézot. Donc vous remarquez donc qu'elle est effectivement toute droite et vous remarquez aussi la zone urbanisée à côté. Donc historiquement en fait cette rivière elle faisait des grands méandres dans la prairie. On en voit encore d'ailleurs quelques traces sur le terrain. Elle était très boisée. Et puis dans les années 70, en fait, l'urbanisation de la ville s'est étendue et ils ont commencé à construire un lotissement, juste dans ce secteur ici. Et en fait, ce secteur-là, il est dans le lit majeur du cours d'eau, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est naturellement inondé par la rivière quand elle déborde. Et là, à peine, ils étaient en train de construire les fondations des maisons qui a eu une première inondation. Donc, les élus de l'époque ont décidé de faire en sorte de protéger ce futur lotissement. Donc, ils ont mis les pelleteuses en fait dans la rivière pour ce qu'on appelle rectifier le cours d'eau, c'est-à-dire modifier son tracé pour le faire aller tout droit. À l'époque, on pensait que c'était une solution pour réduire les risques d'inondation, le fait d'évacuer rapidement l'eau. Et puis, ils ont fait édifier sur la berge de la rivière une digue avec donc le remblai de ce qui était enlevé par les pelleteuses pour retracer le cours d'eau, et puis également tous les remblais qui étaient disponibles à l'époque, les différents déchets de construction, des poteaux, etc. Voilà, donc c'est l'origine de ce qui nous a amené à travailler sur ce cours d'eau-là. Vous remarquez également sur cette photo la station de traitement d'eau potable, là, le bâtiment blanc qui est sur le côté de l'image. Parce qu'effectivement, cet endroit a la particularité d'être situé juste en amont d'une zone de captage d'eau potable de la ville de Charlieu. Les origines du projet, pourquoi est-ce qu'on s'est penché sur ce sujet-là ? Le premier point, c'est la compétence GEMAPI. GEMAPI, ça veut dire gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc, c'est devenu une compétence obligatoire des intercommunalités en 2018. Et pour ce qui est de notre territoire, en fait, nos membres nous ont transféré cette compétence dès la fin de l'année 2018. Et cette compétence GEMAPI, elle va avec le PI de GEMAPI, en fait. C'est tout ce qui est lié à la protection des inondations et ça intègre notamment tous les ouvrages type digue qui permettent de protéger les enjeux humains. Donc, c'est à ce titre-là qu'on s'est retrouvé responsable de la digue et donc de la sécurité des personnes et des biens qui en dépendent dès fin 2018. L'autre entrée pour nous sur ce sujet-là, c'est l'état de la rivière, comme je vous expliquais précédemment. Donc, c'est un cours d'eau qui est très, très dégradé. Vous voyez ici une photo de la rivière en plein été, où vous pouvez apercevoir des algues sur sa surface. Et en fait, le cours d'eau dans son état actuel est
particulièrement abîmé sur sa forme, sur la qualité de l'eau, sur la température également de l'eau qu'on peut atteindre sur ce site. Le fait qu'il n'y ait plus du tout de végétation sur ces berges accentue les problématiques. Et puis, on est aussi au milieu d'une prairie pâturée où jusqu'à présent, le bétail avait accès au cours d'eau de manière non contrôlée, et donc avec des impacts également sur la qualité de l'eau, sur l'état des berges, du fait du piétinement, du fait de la pollution organique due aux déjections des animaux. Et donc, c'est notamment problématique parce qu'on est dans un site qui est tout proche d'un lieu de pompage pour produire de l'eau potable pour la ville de Charlieu. Donc, effectivement, ce site, il recouvre un certain nombre d'enjeux qu'on ne retrouve pas forcément, nous, sur les autres secteurs où on intervient. Donc, le premier point qui est assez important, c'est justement cette présence des puits de captage d'eau potable de la ville de Charlieu. Donc, c'est les petits points bleus qui sont fléchés là, sur la vue aérienne. Donc, vous voyez que le Bézo, il arrive juste en amont de ce site-là. Le zonage rouge sur le plan, ça correspond au périmètre de protection de ces puits, parce qu'en effet, ce qui se passe au niveau de la rivière dans tout ce secteur-là a un impact direct sur la qualité de l'eau des puits et sur la quantité d'eau également qu'on peut puiser, puisque ici, les puits vont chercher l'eau dans la nappe d'accompagnement de la rivière. Et donc, les échanges en fait entre la rivière et la nappe sont très importants, que ce soit sur la question de la qualité de l'eau, mais également sur la potentialité de recharge en fait de la nappe par la rivière. L'autre point particulier, c'est qu'on se situe sur un site où on a une propriété foncière communale assez importante. Donc, vous voyez, toute l'emprise du projet, là, la zone jaune, correspond à des parcelles qui appartiennent à la mairie. Et ça a été un point important qui nous a permis en fait d'être assez ambitieux dès le démarrage du projet sur ce qui pouvait être imaginé. Parce que c'est vrai que souvent la question du foncier, ça peut être un frein à la mise en œuvre de projets assez difficiles à surmonter. Donc des enjeux multiples, donc la sécurité des populations, j'en ai déjà parlé, vis-à-vis du risque d'inondation, puisque sur ce site-là et à proximité, on a aujourd'hui des habitations, à peu près 200 personnes en fait, qui sont protégées par la digue. Un enjeu de restauration de la rivière et du milieu naturel, que ce soit au niveau de la forme du cours d'eau, de la végétation qui peut être présente sur ces berges. On a également des espèces envahissantes qui sont présentes sur certains petits endroits. Donc, un enjeu à la fois de faire attention à ne pas les disséminer et également essayer de les supprimer. La question de l'accès du bétail au cours d'eau à gérer également. En termes de qualité de l'eau, actuellement, il y a des problèmes de qualité organique, bactérienne et également des problèmes de température de l'eau, puisque vous avez vu que la rivière elle est complètement nue vis-à-vis de la présence d'arbres et du coup, elle se réchauffe trop. L'enjeu eau potable, j'en ai déjà parlé, qui est vraiment sensible sur ce site-là. Un enjeu de biodiversité également, parce qu'en fait, à proximité de ce site, on a des espèces patrimoniales protégées qui sont présentes, notamment des libellules ou des batraciens, ce qui font qu'on a en fait un potentiel assez important qui pourrait s'exprimer sur le site s'il était dans un meilleur état. L'enjeu agricole également, qui est fort aussi, du fait qu'on traverse une prairie pâturée, qu'aujourd'hui il y a des pratiques qui sont assez impactantes sur l'eau et sur la rivière, et qu'il y a aussi un certain nombre de questionnements au niveau des agriculteurs, nous en local, sur la question du changement climatique en fait et de l'adaptation à ce changement. Un enjeu qui était pour nous assez nouveau et qui a justifié en partie la démarche qu'on a menée, c'est l'enjeu social du site, puisque là, on se trouve tout près du centre-ville de Charlieu, tout près du pôle scolaire, sportif. La ville de Charlieu, c'est également une petite cité médiévale, donc avec une activité touristique qui existe et qui fonctionne bien. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait surtout une mise en valeur des vieilles pierres sur le site, et qui manquait ce côté mise en valeur du patrimoine naturel, notamment dans des périodes chaudes où c'est quelque chose qui est quand même plus recherché au niveau que ce soit des touristes ou des habitants. Et globalement, nous, on avait un enjeu de vraiment essayer de rapprocher les habitants de leur rivière. C'est vrai qu'en général, on travaille sur des sites qui sont loin des yeux de la population. On est souvent perdu au milieu des champs.
Et donc, c'est difficile de faire comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on s'y prend. Et là, pour le coup, on avait l'opportunité de travailler proche de la population, de tous les âges en plus, puisque le site est clairement accessible facilement à pied depuis le centre-ville, depuis les écoles, etc. Donc, c'était un nouvel enjeu pour nous à vraiment investir pour essayer d'en profiter, voilà, pour faire passer du message, sensibiliser la population, mieux expliquer les démarches qu'on peut réaliser et les objectifs en fait qui sont poursuivis dans ce type de projet. Essayer de rapprocher les habitants de leur rivière parce que mieux on connaît quelque chose, plus on l'observe et plus on y accorde en fait de la valeur et plus on a tendance naturellement à avoir envie de la protéger. Donc pour nous, il y avait aussi cet enjeu-là à prendre en compte sur ce site. Donc, tous ces enjeux-là qui sont ressortis dès qu'on a commencé à réfléchir au projet nous ont fait dire qu'il y avait ici des choses qui dépassaient le cadre habituel de nos travaux et que c'était sans doute l'opportunité d'essayer de travailler un peu différemment et d'ouvrir un peu plus la manière de travailler pour essayer d'associer plus largement la population. Donc, nous, on a proposé assez rapidement à nos élus de mettre en place ce qu'on appelle un dialogue territorial. Donc, nous, on l'a appelé comme ça simplement parce qu'on est parti en formation avant et que voilà, c'est des sujets qu'on a pu aborder. Et on s'est dit, ce projet-là, il est vraiment, il nous paraissait vraiment adapté. C'était une opportunité qui nous semblait intéressante à saisir. Et en fait, nos élus ont assez rapidement adhéré à l'idée avec les deux objectifs qu'ils voyaient dès le départ. Le premier, c'était d'éviter ou de gérer les oppositions éventuelles au projet. Les oppositions qu'on pressentait, c'était déjà les riverains directs, parce qu'il allait y avoir de gros travaux juste sous leurs fenêtres, avec l'éventualité de modifier la digue comme elle était et donc de la rapprocher de leurs habitations. Les autres oppositions qu'on craignait, c'était au niveau des élus qui n'étaient pas spécialement impliqués dans notre syndicat et impliqués directement dans le projet. En voyant ça de loin, comme on savait dès le départ que ça allait être quelque chose d'assez conséquent en termes d'investissement financier, il y avait un risque qu'il y ait un certain nombre d'élus communautaires qui suivent pas, qui se disent que c'était pas utile, que ça allait être de l'argent dépensé pour rien, et donc qui risquait d'empêcher finalement la mise en œuvre du projet. Et puis l'autre opposition qu'on pouvait craindre, c'était l'exploitant agricole qui utilisait ces prairies, qui allait fortement être modifié par les travaux et qui aurait pu s'opposer ou poser des problèmes pour la mise en œuvre du projet. Et donc l'autre objectif qui a poussé les élus à mettre en place cette démarche de dialogue, c'était l'opportunité qu'on voyait en fait grâce à ce projet qui était situé proche des gens, d'acculturer un petit peu la population locale et les élus locaux à tous les enjeux liés à la restauration des milieux aquatiques. Parce que très souvent, nous, ce qu'on entend, c'est oui, vous faites ça, mais c'est pour faire plaisir aux poissons. Sauf que là, typiquement, vous l'avez déjà un peu compris dans tous les enjeux que je vous ai listés, on est bien au-delà de faire plaisir aux poissons. C'est clair qu'en général, quand on fait des travaux de restauration de rivière, les poissons s'en portent plutôt mieux. Mais il y a tellement d'autres objectifs qui sont poursuivis. C'est vraiment dommage en fait de ne pas arriver à faire comprendre aux gens dans leur ensemble tous les bienfaits en fait qu'on peut retirer d'un milieu naturel en bon état à proximité de la population. Donc voilà, le fait d'avoir ces deux objectifs font que donc ils ont validé assez rapidement la démarche territoriale et ont décidé de recruter un professionnel pour nous accompagner dans le projet dès le lancement des études techniques. Et ça, c'est assez intéressant dans le sens où très souvent, quand on travaille sur des gros projets, nous, on fait appel, mais comme la plupart d'entre nous, à un bureau d'études qui est spécialiste techniquement du sujet qu'on va traiter et qui, quelque part, mène le projet. Les élus, nous-mêmes, on suit les conseils, etc.
Mais au final, c'est vrai que les projets sont quand même très façonnés par l'approche technique, ce qui est évidemment nécessaire et impérative, mais il y a quand même tout un volet humain et social qui, du coup, entre pas du tout en ligne de compte. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu la volonté de lancer cette démarche de dialogue en parallèle des études techniques qui étaient nécessaires. Donc on a recruté ce prestataire donc en janvier 2020 et il nous a accompagnés jusqu'au mois de juillet 2021, jusqu'au moment où en fait l'avant-projet a été validé. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape qui a été beaucoup portée par le prestataire, plutôt en solo, c'est-à-dire pas forcément en association avec nous. C'était une phase de rencontre et d'écoute des acteurs locaux qui étaient touchés de près ou de loin par le projet. Donc de près, c'est par exemple tous les riverains qui se situaient autour, mais de loin aussi, c'est-à-dire qu'en fait, elle est allée toquer à des tas de portes qu'on n'avait pas l'habitude de solliciter. Je pense par exemple au monde du tourisme. Il y a un camping qui est pas très loin, qui a été associé très rapidement. Tous les services communaux et intercommunaux, c'est-à-dire pas seulement les gens des espaces verts ou les gens qui peuvent être amenés à gérer par exemple le risque inondation, mais également le service qui gère la petite enfance, le service qui gère le programme qui vise à développer une alimentation locale, le service du SCOT, enfin voilà, les services urbanisme, etc. Donc ça a été vraiment un éventail très large d'acteurs qui ont été sollicités, rencontrés et écoutés. L'idée, c'était de faire émerger et de formuler différents niveaux de développement potentiel du projet et de recueillir également pas mal d'informations et de préconisations, de pistes pour la construction du projet, c'est-à-dire inventorier les craintes, inventorier aussi les idées qui ont été assez fournies d'ailleurs, les points sensibles sur lesquels il faudrait porter particulièrement attention par rapport à l'histoire du site, par rapport aux gens qui sont présents à proximité, et puis les liens avec d'autres projets du territoire. La deuxième étape, ça a été faire une synthèse de tout ça et rédiger une note d'orientation pour établir les scénarios techniques. C'est-à-dire que, en fait, après la phase de diagnostic technique, on a demandé au bureau d'études de s'arrêter, d'attendre qu'on ait fini ces phases de rencontre et d'écoute des acteurs, et on leur a remis une synthèse avec les grandes orientations pour qu'ils travaillent sur des scénarios qui étaient déjà en lien avec le territoire, avec les attentes du territoire et avec ses contraintes, et pas des scénarios dans l'absolu, ce qui se fait en général. Hein. Et je dois dire que le bureau d'études a été un peu surpris et décontenancé au début sur cette manière de faire. Et bon, au final, ils ont vraiment apprécié, ils ont trouvé ça très enrichissant. Mais il a aussi fallu, du coup, gérer un petit peu les susceptibilités voilà, des techniciens qui étaient investis et qui avaient un petit peu de mal à se dire, donc, c'est pas moi donc, qui vais proposer les 3 scénarios, mais je vais attendre qu'on me dise vers quoi le territoire veut aller pour travailler. Voilà, la troisième étape, ça a été une consultation de la population, en fait, donc au sens large, pour préciser le projet, notamment sur le volet qui n'était pas encore pleinement défini, parce que sur les volets très techniques, notamment sur la question de la digue, en fait, il n'y avait pas lieu, quelque part, de consulter la population, dans le sens où les contraintes techniques, elles étaient là, elles étaient à prendre en compte, et le niveau de protection qui a été réfléchi, c'est le maximum de protection qui était faisable sur cet endroit-là. Mais par contre, cette consultation de la population, elle nous a aussi permis de largement informer la population au sens large, d'expliquer le projet, de répondre aux questions, et puis du coup, de la consulter sur ce qui restait encore à définir, notamment un projet de sentier découverte qui
qui est né à l'issue de toutes ces phases de rencontres et de discussions avec les acteurs. Je vous en reparlerai un peu plus tard. La quatrième étape, ça a été la proposition d'un pacte territorial de coopération que le prestataire a pré-rédigé et a proposé au niveau des élus. Son idée, c'était de faire vivre un peu dans la durée ce qui était né dans le cadre de ce travail de dialogue autour des rivières du territoire. Bon, finalement, ça n'a pas été retenu par les élus. Il y avait un côté un peu formel, en fait, qui était proposé et qui ne les a pas du tout séduits, on va dire ça comme ça. Mais par contre, pour autant, les choses ne se sont pas arrêtées, puisque aujourd'hui, on poursuit en fait l'animation territoriale qui a été engagée avec le prestataire dans le cadre du suivi des travaux qui sont en cours, et ce sera poursuivi également après post-chantier. Alors, pour ce qui est du déroulement de la démarche, je vous ai fait un petit état des différents moyens qui ont été mis en œuvre pour faire toutes ces étapes d'écoute, de rencontre et de dialogue. Donc, il y a eu pas mal de porte-à-porte chez les riverains du site. Il y a eu de la maraude, notamment pendant des marchés, par exemple, ou les samedis quand il y a un peu plus de monde dans les rues. Beaucoup de rendez-vous en tête-à-tête, quand les acteurs étaient bien définis. Et là, c'est assez drôle parce que les premiers contacts qu'on a pu prendre, au début, il y a certains acteurs, je pense par exemple à l'office de tourisme, le directeur de l'office de tourisme, il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on se voit quoi, pour parler de quoi? De rivière ?» Mais voilà, il ne comprenait pas. Et au final, une fois qu'on s'est rencontrés, qu'on lui a expliqué le projet, qu'il a commencé à se rendre compte que, bah oui, effectivement, c'était un site à enjeu aussi pour lui, puisque proposer une balade plutôt nature et rafraîchissante aux touristes qui venaient à l'office de tourisme en complément des balades plutôt vieilles pierres qu'il proposait, bah, c'était un atout supplémentaire pour le territoire qu'il pourrait mettre en évidence. Donc voilà, c'est marrant parce qu'on a eu, on a senti que cette manière de travailler, elle est peu commune, peu courante jusqu'à présent, mais partout. Et du coup, au début, ça déstabilise un petit peu les différents interlocuteurs. Bon, il y a eu également des réunions de travail multi-acteurs. Par exemple, au niveau des différents services de l'intercommunalité. Donc là aussi, ça a été riche de compréhension de comment les choses se passent, parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec les responsables des différents services autour de la table, qui avaient finalement peu l'occasion déjà entre eux de se retrouver comme ça pour échanger sur leurs différents projets, et qui se sont rendus compte que il y avait plein de liens à faire en fait, et plein de ficelles à tirer entre notre projet et leurs différents axes de travail, et même entre eux, quoi. Donc c'était assez instructif. Le temps fort sur l'aspect consultation du public, ça a été un stand sur le marché, donc en plein été, où on a eu 230 participants. Donc quand je dis 230 participants, c'est 230 personnes qui se sont vraiment arrêtées sur le stand pour poser des questions, participer aux différents systèmes de vote ou d'expression qui avaient été préparés. Donc c'est pas mal sur une population de 3500 habitants, on va dire à peu près. C'était déjà assez représentatif. Nous, on était 8 sur le stand pour répondre aux sollicitations, et il fallait bien tout ça. Mais du coup, ça a été vraiment très, très productif. Bon, ensuite, je vous ai listé les différents acteurs qui ont été associés et qui ont joué le jeu, tous. Donc les riverains et les habitants au sens large, la mairie, la communauté de communes, le service qui s'occupe des fonds européens, des fonds leaders, les exploitants locaux, puisque du coup, donc évidemment, le premier exploitant avec qui on a échangé sur le projet, c'est celui qui était concerné par les prairies autour de la rivière en elle-même. Mais du coup, les exploitants riverains, on est également allé les voir, et on a échangé avec eux sur tout ce qu'on pouvait réfléchir comme sujet en fait localement autour de ces enjeux de la rivière, de l'eau et de leurs activités. Et ça a été assez intéressant.
Et ça a permis de proposer aussi des choses en complément du projet que je vous expliquerai juste après avec le schéma global d'aménagement. Du coup, évidemment, comme on touchait à l'agriculture, donc on est allé voir la chambre d'agriculture, on est allé voir aussi des structures comme l'ADR, donc une association pour l'agriculture paysanne, qui permettait de varier un petit peu les points de vue et les idées apportées. Il y a la MJC également de la commune qui s'est bien investi et qui continue à le faire, le collège et le lycée. Le collège qui est vraiment tout proche, hein. En fait, les collégiens, ils peuvent se déplacer à pied pour aller sur le site. Donc, il y avait un enjeu assez fort à aller les voir dès le début. Et en fait, les profs qu'on a sollicités ont tout de suite accroché. Donc l'office de tourisme, j'en ai déjà parlé. Tout ce qui tourne autour donc du tourisme local avec le camping, les loueurs de vélos. Cette démarche nous a également permis de rencontrer un collectif qu'on ne connaissait pas jusque-là, un collectif de transmission des savoirs. En fait, c'est un regroupement de personnes un peu expertes sur les domaines, notamment de la botanique, des fruitiers, etc., qui se situent en fait sur le territoire et qu'on ne connaissait pas, et qui du coup se sont vraiment intéressés au projet et y ont concrètement participé. Bien sûr, les pêcheurs, que ce soit l'association locale ou la fédération départementale de pêche, et puis l'association des jardins familiers que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en fait une voisine du site et qu'on est allé voir également. Donc le projet aujourd'hui, donc vous vous souvenez de la vue aérienne que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, je récupère ma souris. Donc aujourd'hui, la rivière, c'est le trait bleu qu'il y a là-dessous. Et en orange, c'est la digue actuelle. Donc au final, le projet aujourd'hui, c'est de supprimer la digue qui est ici et de la reconstruire ici, dans les règles de l'art, donc plus proche des habitations. Et de manière à protéger durablement tout ce secteur-là. L'autre volet, c'est de renaturer, ce qu'on appelle renaturer la rivière, c'est-à-dire de lui redonner un tracé naturel et de la revégétaliser. Donc là, en fait, ce qui est prévu, c'est de recréer une petite forêt alluviale sur 15 mètres de chaque côté du cours d'eau. Donc on est sur à peu près 600 mètres là de long. Donc on va installer plus de 10 000 arbres sur le site cet automne et cet hiver. Et puis, un élément qui est vraiment né de tout le processus de dialogue, c'est qu'en parallèle à tout ça, donc on va créer un sentier découverte, donc c'est ce qui est tracé en vert clair ici, qui va permettre de faire tout le tour du site et qu'on va équiper de différents supports ludiques et pédagogiques en fait pour sensibiliser la population, le grand public, les enfants à tous les enjeux de l'eau, des rivières, de la biodiversité, etc. Donc il y a 10 stations qui sont prévues tout autour du site. Vous apercevez ici des petits pictogrammes. En fait, on va créer également un verger conservatoire de fruitiers donc en bord du chemin. Donc ça, c'est notamment ce qui a émergé suite aux discussions à la fois avec les agriculteurs locaux et également avec la MJC, qui porte un projet lié à l'alimentation et la création d'une cuisine en fait solidaire sur la commune. Et les exploitants locaux qui, eux, se questionnent sur la diversification de leur production. Qui se disent qu'ils aimeraient bien participer également à l'alimentation locale et que cette question des fruitiers, donc chez nous c'est surtout tout ce qui est pommes, poires, prunes par exemple, ils pourraient tout à fait s'en saisir, sauf que c'est quelque chose de nouveau pour eux, c'est quelque part un nouveau bout de leur métier à prendre. Et là, c'était l'occasion d'installer des espèces locales, rustiques, et de bénéficier de tout l'appui issu du collectif de transmission des savoirs pour se former à la taille, aux soins de ces arbres, voilà, sur un site qui est local. Ce que vous avez également en jaune ici sur le plan, c'est une grande prairie naturelle. En fait, dans le cadre des études préalables au projet, le collectif de transmission des savoirs a fait pas mal d'inventaires botaniques et ils ont trouvé sur ce site-là une biodiversité floristique vraiment très intéressante.
Et donc l'idée, c'est que pour réensemencer en fait tout le terrain après les travaux, plutôt que d'acheter des semences standardisées, on a fait déjà l'année dernière une récolte de graines sur place, on en refera une cette année, et c'est ces semences-là qui seront réutilisées pour réenherber le site. Donc un apport en termes de biodiversité beaucoup plus intéressant que si on était resté sur quelque chose de plus classique et standard. Ça, c'est un petit focus sur le sentier découverte et les aménagements qui sont prévus, donc qui vont se dérouler tout au long du sentier, qui traversera d'ailleurs les jardins familiaux ici, où l'idée, c'est vraiment d'essayer d'expliquer de manière ludique, plutôt avec des systèmes de petits jeux, où ici, par exemple, on a des cônes d'écoute pour découvrir les oiseaux du site, etc., pour vraiment essayer de sensibiliser les gens et d'utiliser ce projet-là aussi pour ça. Bon, ça, c'est quelques illustrations type du chantier qui est en cours actuellement. Donc, en termes de résultats, cette démarche de dialogue qui est venue compléter des études techniques qui ont été menées, alors, ce qui a fait naître pas mal de choses. La première, c'est le sentier découverte, en fait, qui va créer une boucle à peu près de 3 km sur Charlieu. Donc, un nouvel aménagement, en fait, qui bénéficiera autant à la population qu'à l'activité touristique. Au niveau de la MJC, donc ce lien avec les fruitiers, l'utilisation également du sentier découverte pour organiser des balades autour des rivières, avec aussi des botanistes qui seront là pour sensibiliser les gens à la biodiversité locale. Au niveau du collège, en fait, ce qui est déjà en cours depuis l'année dernière, c'est un projet interdisciplinaire sur plusieurs années qui se sert en fait de ce projet-là pour travailler sur plein de sujets. Donc bien sûr, il y a les profs de SVT, de bio, qui sont déjà venus sur le site pour faire un état des lieux, où ils ont fait des analyses de l'eau, des suivis de température, etc. Il y a les profs d'histoire géo qui travaillent sur le côté plus gestion des risques, sécurité. Le prof d'art plastique qui fait travailler sur les visions qu'on peut avoir des milieux naturels, qui prévoit de leur faire du land art pour les faire s'impliquer en fait et illustrer tous les intérêts liés au milieu aquatique. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Là, on va faire des visites de chantier également avec eux prochainement. Et ils ont accroché très vite et ils sont vraiment demandeurs en fait de poursuivre dans la durée ce projet pour après le chantier aussi voir l'évolution du site sur plusieurs années. Donc le collectif de transmission des savoirs, j'en ai déjà parlé, mais ils ont été vraiment un apport complémentaire en termes de conseils techniques et d'expertise en fait botanique, qui a été très pertinente parce que c'est des gens qui sont vraiment des experts dans leur sujet et qui, cerise sur le gâteau, en plus, se sont investis bénévolement dans ce projet, donc ont vraiment enrichi techniquement, tout en permettant quelque part de faire des économies pour le territoire. Au niveau du volet agricole, du coup, le projet devient un support de réflexion sur un certain nombre de nouvelles pratiques, notamment sur l'état des sols, sur les arbres fruitiers, je vous en ai parlé. La technique de réensemencement que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a un joli nom, qui s'appelle la fleur de foin, en fait, le fait de collecter des graines en local pour réensemencer le site. Des choses aussi qui vont évoluer sur l'abreuvement du bétail, donc pour éviter que le bétail en fait accède aux cours d'eau et le détériore, donc des systèmes d'abreuvement qui sont déjà installés là, avec des systèmes de pompage solaire. Tout ce dialogue également a permis de mettre en place en fait un comité de suivi multi-acteurs où on retrouve à la fois des riverains, quelques élus, des gens du tourisme, des gens du milieu scolaire. Et donc ce comité de suivi, nous, on l'a intégré, son existence, on l'a intégré dans le cahier des charges des travaux
en expliquant et en exigeant qu'il y ait notamment des visites de chantier régulièrement, des informations qui soient diffusées régulièrement à ce groupe-là, donc qui est constitué de... Il y a une petite trentaine de personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Et là, la photo que vous avez, c'était une visite de chantier qui a eu lieu la semaine dernière, où ils étaient 12 à venir faire le tour du site pour cette première phase de chantier. Donc c'est vraiment intéressant en fait, parce que ça permet d'expliquer clairement ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, les contraintes qu'on peut rencontrer, comment est-ce qu'on fait pour gérer voilà, les différents aléas. Et ça évite les rumeurs, les on-dit, les articles de travers dans la presse. Enfin bon, voilà. Alors ça c'est pour les fruits de ce travail. Oui. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, ça a été. Alors, il y a eu, j'en ai déjà parlé un petit peu, un peu la difficulté à coordonner ça avec la posture en fait du bureau d'études techniques, qui a eu un peu du mal au début à accepter cette part du projet. Typiquement, dans leur étude, ils avaient prévu de faire, eux, un peu une analyse coût-bénéfice des différentes solutions. Et au final, l'analyse coût-bénéfice, c'est quasiment la concertation qu'il y a eu et tout le dialogue qui ont apporté les différents éléments d'analyse et de mise en perspective des différents choix qu'il y avait à faire. L'autre difficulté, c'était un peu la crainte que certains élus ont exprimé. Nous aussi, au début, ça nous a un peu déstabilisé. C'est le fait d'ouvrir vraiment beaucoup de portes et d'aller voir énormément de monde. On se dit, mais on va partir dans tous les sens et on va se perdre, en fait. Et les élus avaient la crainte de dire, on va promettre des choses aux gens qu'on ne pourra pas assumer derrière. Et au final, c'est pas du tout ce qui se passe, parce que de toute façon, on édicte clairement les règles du jeu au départ, c'est-à-dire qu'on échange, on enrichit les réflexions. Après, il y a des choix qui sont faits, c'est les élus qui ont le rôle de faire le choix. Et par contre, la règle du jeu, c'est après de pouvoir revenir vers les différents interlocuteurs qui se sont associés pour expliquer les choix qui ont pu être faits, les arbitrages, etc. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu de crainte, surtout au démarrage, et au final, voilà, ça s'est vraiment très bien déroulé. Dans les autres résultats positifs, c'est aussi ce qu'on constate nous aujourd'hui dans le déroulement du chantier, parce que c'est quand même un gros chantier avec beaucoup d'engins, etc. Et il y a eu par exemple une phase où il y avait pas mal de vibrations sur le site. Donc il y a des riverains qui se sont inquiétés. Mais ils se sont inquiétés, ils sont venus voir le chef de chantier par exemple, qui m'a redit après, mais j'étais étonnée parce qu'ils sont venus me poser des questions, me signaler qu'ils étaient inquiets, etc. Mais par contre, il n'y avait pas du tout d'animosité ou voilà, comme ce qu'on peut vite rencontrer aujourd'hui, où les gens ils montent souvent vite dans les tours quand ils sont inquiets. Alors que là, finalement, c'était assez serein comme échange. Et est-ce que sur ce type de projet, pas sur le type de projet, est-ce que cette méthode peut s'adapter en fait à tout type de projet? À tout type, je sais pas. Je vous en présente un deuxième juste après, qui a une autre envergure, on va dire. Juste un élément à noter qui est assez intéressant, c'est qu'au final, effectivement, on s'est retrouvé avec un projet plus ambitieux que prévu, puisque là, on est à peu près sur 1,4 million d'euros de travaux. Mais grâce au fait de croiser en fait et de prendre en compte différents enjeux, plus que ce que nous on aurait fait si on avait juste travaillé sur le volet milieu naturel et risques, et bien l'autofinancement supporté par les collectivités, finalement, il est pas augmenté, voire plutôt diminué. Parce que si on avait travaillé uniquement sur la digue, qui était la seule chose qui était réglementairement obligatoire, on va dire, on aurait été financé un maximum de l'ordre de 40%. Et aujourd'hui, sur le projet global, on atteint quasiment 80% de taux de subvention. Donc, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas quand on ouvre des démarches de dialogue, etc. Mais on voit que ça peut aussi, pour le coup, quand on ouvre les horizons et les perspectives,
permettent en fait d'aller tirer d'autres ficelles et de mettre en jeu d'autres leviers financiers notamment. Par rapport aux financeurs, est-ce qu'ils ont été étonnés par la méthode ou bien c'est une méthode qu'ils connaissaient déjà? Non, ils ont été étonnés et intéressés. Et vous allez voir avec le deuxième exemple que je vous donne, où là encore plus, et du coup, ils nous observent maintenant de près pour voir comment on travaille et essayer de s'en inspirer. Du coup, ce que ça a ouvert chez nous, c'est que bien sûr, on a découvert de nouveaux partenaires, et ça c'est toujours bien pour l'intégration d'une structure dans son territoire, et pour être mieux connu et mieux compris aussi dans les missions qui sont menées. Nous, on est en train de préparer notre prochain programme d'action, et du coup, auparavant, quand on réfléchissait à ce type de sujet, on pensait outils de communication. Maintenant, on pense à plus outils de dialogue, justement, en se disant il faut qu'on arrive à dégager du temps, voire un poste qui sera vraiment dédié à ce sujet-là. Et puis, ben voilà, ça va faire le lien avec le deuxième cas concret dont je voulais vous parler. C'est que cette expérience de dialogue territorial sur un projet conséquent, mais très local pour le coup, nous a encouragé fortement à reproduire ce type de démarche sur un sujet beaucoup plus vaste, qui est l'élaboration d'une stratégie d'adaptation de la gestion de l'eau au changement climatique à l'échelle de l'ensemble de notre territoire, donc à l'échelle des 53 communes. Ça, c'est le deuxième sujet, et typiquement, c'est sur ce sujet-là où on a, entre autres, les services de l'État qui sont déjà venus nous voir pour qu'on leur explique comment on faisait pour travailler, et qui sont attentifs à ce qui se passe, parce qu'ils se rendent bien compte que entrer sur des sujets comme ça uniquement par le volet technique, ce qui se fait en règle générale, eh ben, ça suffit pas, parce que bien souvent, on sort des études qui sont très pertinentes, avec des gens qui sont des experts dans leur sujet, etc., mais qui finissent par faire un beau rapport au fond d'un placard et qui font pas de fruits en fait sur le terrain, parce que les acteurs locaux se sont pas saisis du sujet et de ce qui pouvait en sortir, quoi. Donc sur cette question de la stratégie d'adaptation au changement climatique, en fait, on associe une démarche du dialogue territorial à une étude spécifique sur la ressource, l'évolution du climat, etc., avec un objectif vraiment de définir une stratégie locale, définie entre acteurs du territoire, et déclinée en un programme d'action concret. Donc là aussi, on fait appel à un spécialiste extérieur qui nous accompagne depuis le mois de mars. Donc là, on est juste au démarrage, on est sur la première phase en fait de la démarche, où il va y avoir 3 grandes phases. La première qui est une phase d'écoute des différents acteurs pour recenser les enjeux, pour comprendre en fait les visions des uns et des autres, faire le point aussi sur les connaissances, les études qui sont déjà existantes. L'objectif étant de constituer un comité de suivi qui représente l'ensemble des acteurs du territoire. Et l'objectif est également de compléter en fait le cahier des charges de l'étude technique qu'on va lancer un peu plus tard, pour être sûr que cette étude elle réponde en fait aux questions qui se posent sur le territoire. Et l'idée, c'est vraiment que l'étude elle soit au service des acteurs. Et que ce soit pas elle qui porte la définition de la stratégie, quoi. Qu'on se laisse pas uniquement guider par cette expertise-là. Donc la deuxième phase de la démarche, c'est la phase de partage des connaissances qu'on a appelé à arriver à comprendre ensemble, c'est-à-dire mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et faire en sorte qu'ils s'approprient ce qui est en train de se passer, le fonctionnement du bassin versant, les appropriations également de tout ce qui est lié aux évolutions du climat, pour passer à une troisième phase de co-construction d'une stratégie, bien sûr sur la base des éléments techniques, mais c'est vraiment les acteurs ensemble qui vont faire ce travail-là, avec l'idée qu'ensuite il y ait une répartition des actions entre les acteurs en fonction des compétences de chacun, et surtout que ce comité-là qui va se constituer perdure dans le temps, pour qu'il puisse suivre l'évolution du territoire et donc permettre des adaptations collectives.
Et donc ça doit être ma dernière diapo. Donc la finalité de cette démarche de dialogue, c'est de construire une stratégie et d'initier une dynamique pérenne, c'est ce que je vous disais. Les objectifs opérationnels de notre prestataire là, sur ce sujet-là, c'est d'établir déjà ce qui fait consensus entre les acteurs, parce qu'il y en a un certain nombre, d'identifier et de clarifier ce qui ne fait pas consensus, et d'apprendre aux gens à travailler ensemble pour pouvoir justement arriver quelque part à se mettre d'accord. Par exemple, à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est une mauvaise solution qui n'est pas adaptée à notre territoire. Si déjà on arrive à ce point-là, ce sera une bonne chose. Et puis ensuite, se mettre d'accord sur les différentes actions à mettre en œuvre, à la manière de les suivre dans le temps pour pouvoir s'adapter. Dans ce type de démarche, c'est très important d'établir les règles du jeu dès le départ et de les expliquer. Les 3 principales, je vous les ai notées ici. La première, c'est que tous les avis et tous les points de vue doivent pouvoir s'exprimer et être entendus. Donc, il y a une notion d'écoute et de respect qui est impérative, en fait, dans tous les sens. La transparence de la démarche, c'est-à-dire restituer les échanges, bien sûr en conservant l'anonymat, et puis faire des retours régulièrement sur les décisions qui sont prises pour être en capacité aussi de les expliquer. Et puis le fait que les acteurs qui participent, c'est vraiment voilà, c'est la base de la démarche, mais que participer n'est pas décidé, et bien expliquer dès le début, rappeler dès le début que les décisions, elles seront prises par les élus qui portent la démarche, c'est-à-dire chez nous, nos élus simissois et communautés de communes qui sont impliquées dans le projet. Voilà, il me semble que j'ai fini. Ouais. Super, écoute, un grand merci Céline. Donc ce que j'ai noté là dès le départ, c'est en fait l'importance aussi des choix politiques. C'est-à-dire pour la question du foncier, j'ai noté que c'était parce qu'il y avait ce foncier de la commune que ça avait permis de développer en fait de façon plus facile la réflexion et le travail. J'ai noté aussi la volonté politique par rapport au déplacement d'où. Tout ça avait conduit à cette volonté d'un politique de dialogue territorial, de même que de mettre de l'argent en travaillant avec un professionnel, en engageant un professionnel. Donc, je voulais voir comment, puisque toi tu fais partie des agents, c'est ça ? Oui. Donc, comment pour les agents c'était aidant en fait d'avoir une ligne politique claire. C'est essentiel en fait pour travailler sur ce type de projet. Enfin, nous on a proposé cette méthode de travail qui a été validée et qui nous a permis après justement d'aller rencontrer les différents acteurs, d'ouvrir les réflexions à des tas de sujets qu'on n'avait pas forcément anticipés. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été compliqué. Et d'ailleurs, je vois les collègues des intercommunalités au début, ils hésitaient à venir aux rencontres qui étaient proposées en disant il faut que j'ai validation avant de mon élu référent pour savoir si je peux passer du temps sur ce sujet-là et sur cette manière de faire. Donc effectivement, il faut qu'il y ait la volonté politique derrière de travailler comme ça, elle est impérative, quoi. Sinon ça peut pas marcher. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que le temps qui est passé justement à aller à ces réunions, à écouter les gens, etc., est-ce que c'est un temps qui te semble gagner par la suite, notamment par rapport au potentiel conflit ? Oui, c'est évident que ce type de démarche, elle demande du temps. De toute façon, pour aller voir et pour rencontrer les gens, pour parler avec eux, il faut du temps, ça, il n'y a pas de mystère, et que très souvent, dans les chronologies, les plannings de projets qu'on a, ce temps-là, il n'est pas prévu. Donc là, on se l'est imposé. Typiquement, on a suspendu l'étude technique pendant 2 mois et demi, nous, pour pouvoir arriver au bout du processus de dialogue. Mais ça a été clairement du temps de gagner après. Bien sûr, parce que du coup, on n'a pas eu d'opposition. Au niveau de l'enquête publique, du coup, ça s'est passé de manière très facile. Et puis en plus, tout ce que ça a permis d'enrichir au niveau du dossier, en fait, moi, ça m'a énormément facilité le travail après pour montrer le plan de financement et aller chercher des financements chez différents interlocuteurs qu'on sollicitait pas d'habitude parce que j'avais tous les arguments qu'il me fallait
pour aller défendre le dossier, quoi. Donc voilà, c'est du temps qu'on prend à un moment, qu'on prend pas d'habitude, mais qui nous fait être plus efficace par la suite. Alors, par rapport aux financeurs, justement, est-ce que vous êtes allé jusqu'à chercher l'Europe? Oui, tout à fait. On est allé chercher les fonds européens via le programme Leader qui était en place chez nous, à la fois sur le volet agricole, avec voilà, tout le volet agricole et réflexion autour du site, et puis le volet sensibilisation de la population à tous les enjeux liés à l'eau et à la biodiversité. Donc, ça nous a permis d'aller décrocher une subvention non négligeable supplémentaire. Justement, par rapport au monde agricole, donc souvent on entend des conflits de territoires par rapport à l'utilisation des territoires. Donc je voulais savoir quels étaient les fruits qui étaient sortis en fait de ce travail en coopération avec le monde agricole. Donc Chambre d'agriculture, je ne sais pas si vous avez travaillé aussi avec les syndicats agricoles, mais en tout cas Chambre d'agriculture. Ben, les fruits, c'est que du coup, ce projet, c'est un point de départ, nous, sur d'autres thématiques qu'on va développer avec les agriculteurs sur le territoire, notamment la question de l'utilisation des arbres fourragers, la question de la restauration des sols, en fait, parce que même si on est sur un secteur d'élevage, les études préalables qu'on a fait sur le projet nous ont montré que les sols, ils avaient tendance à se dégrader, que les prairies avaient tendance à se dégrader et qu'il y avait des choses à faire en termes de pratiques agricoles à modifier pour préserver mieux les sols et donc préserver leur capacité de retenir l'eau, donc d'avoir des prairies qui sont productives pour l'agriculture, mais qui sont aussi beaucoup plus efficaces en termes de rétention des polluants et donc qui permettent aussi d'avoir une eau de meilleure qualité dans les rivières et donc pour l'eau potable, quoi. C'est vraiment c'est des cercles vertueux en fait qui se mettent en route dans ce type de. Enfin, nous là, c'est ce qu'on a constaté dans la démarche. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que parmi les bénéfices collatéraux, il y a cette relation de confiance qui s'est instaurée, et notamment avec les fameuses règles de départ dont tu as parlé, c'est-à-dire que chacun peut s'exprimer, que chaque idée est légitime, qu'on s'écoute avec respect, que ce n'est pas un problème si les avis sont différents, et que justement on écoute tout le monde, on s'écoute avec respect. Est-ce que tu penses que ça, c'est en fait une façon de pouvoir changer un peu les relations institutionnelles ou même avec les citoyens? Bah, c'est évident et cette notion de respect et d'écoute et donc de confiance, je pense que c'est la base. Enfin, si on veut faire germer des choses, il faut qu'il y ait ça dès le départ, parce que si vous faites de la concertation, par exemple, sur un sujet, mais qu'au final, les gens, ils ont l'impression d'avoir passé du temps et qu'il n'y a rien qui en ressort, ou eux, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui en ressort parce que vous n'avez pas fait la démarche de revenir vers eux pour expliquer les choix qui avaient été faits, etc., bah, vous allez les perdre en route, parce que ça aura juste généré de la frustration au final. Alors que là, quand on prend le temps de s'écouter, d'échanger sur un projet, sur des idées, parce que nous, on avait quand même aussi nos idées a priori, et que chacun peut s'exprimer, donner ses idées, et du coup, collectivement, on monte une certaine vision en fait de ce qu'il y aurait à faire. Après, on confronte ça avec le principe de réalité, ce qu'on est capable de financer, ce que réglementairement on a le droit de faire, etc. Du coup, après, on dégrossit le projet et on peut revenir vers les gens en disant, voilà, typiquement, dans les discussions qu'il y a eu et les souhaits qui avaient été exprimés par la population, il y avait un détail, mais qui était ressorti chez tout le monde, c'était l'envie de pouvoir traverser la rivière avec un passage sur des pas japonais. Voilà, c'était remonté de plein d'acteurs. Donc, nous, c'était quelque chose qu'on avait pensé pouvoir intégrer au projet. Au final, les services de l'État nous ont interdit de le faire à cause de la proximité des puits de captage d'eau potable. Et c'était vraiment impératif de retourner voir les gens et de leur expliquer ce qui s'était passé et pourquoi aujourd'hui les pas japonais ils avaient disparu du projet, quoi. Donc, c'est pas compliqué à faire, mais c'est juste qu'il faut avoir ce souci pour pouvoir expliquer les choix qui sont faits, et les gens, la population au sens large est tout à fait en mesure de comprendre que soit on n'a pas eu le droit, soit c'était trop cher, soit, voilà, il n'y a pas de. Nous, on n'a pas ressenti du tout d'animosité de ce côté-là.
D'accord. Alors justement, la place des gens dans ce projet, parce que tu as parlé des riverains, tu as parlé d'associations aussi. Donc, quelle a été la place des gens, des citoyens? Et est-ce qu'ils sont venus facilement? Est-ce qu'il a fallu aller les chercher? Et est-ce que la démarche leur a plu? Il a fallu aller les chercher, hein, parce que pour toucher le citoyen au sens large, et pas que les riverains, mais même les riverains, il a fallu les chercher. De toute façon, on est allé frapper à leur porte, hein, littéralement. Le citoyen au sens large, pour le toucher, en fait, on est allé installer un stand, voilà, en plein milieu du marché du samedi, là où il y a beaucoup de monde qui vient toutes les semaines, et on est allé presque les interpeller entre guillemets, hein. Et une fois que ce cap-là était passé, voilà, il y avait des questions d'intérêt, etc. Mais ça, c'est sûr que je pense qu'il faut être vraiment proactif parce que sinon, la plupart du temps, les gens, par exemple, nous, avant, on organisait souvent des réunions publiques sur des projets, etc. Et en fait, vous avez 5 personnes qui viennent, quoi. Même si, pourtant, c'est tout près de chez eux. Mais le fait de faire la démarche, c'est quand même rarement très efficace. Donc oui, il faut faire un peu d'effort pour aller chercher et aller toucher la population. Mais par contre, une fois que c'est enclenché, en fait, les gens étaient très intéressés et on a eu plein de messages de remerciements en nous disant que voilà, ils appréciaient vraiment à la fois qu'on prenne le temps de vraiment leur expliquer ce qui se faisait, parce que sinon ils ont des infos dans la presse, quoi, en général. Donc c'est quand même assez succinct. Et puis qu'on prenne le temps aussi de répondre à leurs questions. Et alors encore plus, là pour le coup, on avait fait une vraie consultation avec des vrais choix qui sont sortis de cette phase de consultation sur le type d'aménagement en fait du sentier découverte. Où là, c'est le résultat de la consultation qui nous a conduit à aménager le sentier comme il va l'être, quoi. Alors justement, de façon très... Pardon, Janine. Pour préciser que, donc n'hésitez pas s'il y a des questions sur YouTube, sur Facebook qui remontent. Une première, dans les 3 règles, c'était marqué transparence et en même temps anonymat. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Et du coup, comment est-ce qu'on gère cette question d'anonymat, de ceux qui s'expriment et voilà. Ouais. Bah, typiquement, là, sur la démarche, sur la question de l'adaptation au changement climatique, en fait, notre prestataire, il rencontre énormément d'acteurs. Donc, soit c'est par petits groupes, soit c'est en tête-à-tête. Il fait pas de compte rendu de chaque rencontre. Par contre, lui, il note voilà l'ensemble des choses, des visions, des questions qui se posent, etc. Et à la fin du processus de cette première phase là, il y aura un forum de restitution pour faire partager à tous les visions des uns et des autres, les questions qui se posent, les contradictions qui peuvent déjà exister, etc. Mais l'idée, c'est pas de dire monsieur un tel a dit que selon lui, les exploitants agricoles, ils consommaient trop d'eau sur le territoire. Voilà. Mais par contre, c'est de dire, bah voilà, au niveau de la population locale, il y a des incompréhensions sur ce que consomme réellement l'agriculture en termes de ressources en eau, son impact sur la qualité, etc., quoi. Alors, ma question, elle était très pratique par rapport aux marchés. Donc, vous aviez installé un stand, vous étiez 8. Parmi les 8, il y avait des agents, des élus, le prestataire qui y était. Et par rapport aux élus et aux agents, est-ce que c'est un type d'exercice que vous aviez l'habitude de faire? Et comment ça s'est passé pour vous? Ouais. Ça a été éprouvant. On en est sortis tous très fatigués. Il y avait tous les agents du syndicat, notre prestataire et des élus qui se sont reliés aussi. C'est pas du tout un exercice qu'on avait l'habitude de faire. Par contre, c'est quelque chose qu'on a refait alors à moindre échelle depuis. Mais du coup, ça a été très intense, mais ça a aussi été très productif. Enfin, pour nous, c'est vraiment très agréable de pouvoir échanger avec les gens vraiment, de répondre à leurs questions en direct, plutôt qu'après d'entendre des rumeurs ou des choses qui circulent et qui sont fausses, en fait. Donc, ça a plu quand même à notre équipe de faire cet exercice. Et je sais plus, il y avait trois questions qui...
comment ça s'est passé bien et qu'est-ce qu'on en a retiré, c'était ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que pour vous, en tant qu'agent, vous en avez retiré, y compris par rapport à votre travail, en fait, Mmh. hein? Alors moi, je suis quand même, en tant que responsable du syndicat, je suis dans un rôle quand même d'animation et de médiation régulièrement. Par contre, mes collègues, j'avais par exemple mon chef d'équipe qui était sur le stand, donc chef d'équipe, c'est-à-dire qui fait les travaux au bord de la rivière toute l'année. Et du coup, là, il était là et de se retrouver confronté avec la population, de pouvoir amener des explications sur les objectifs qu'on poursuit, le travail qu'on fait, etc. En fait, c'est valorisant. En tout cas, pour mon équipe, ça a été vraiment le ressenti, quoi, de se dire que les gens se rendaient compte de l'utilité de leur travail au quotidien. Et ils ont eu à plusieurs reprises, voilà, des gens qui ont dit ah mais je savais pas qu'il y avait ça chez nous, bah, c'est chouette, on est content que vous soyez là, que vous fassiez ce travail, etc. Donc ça les a plutôt confortés en fait dans leur mission. Et est-ce que ce sont des, comment dire, est-ce que ça vous en parlez avec d'autres collègues, d'autres intercos? C'est-à-dire, est-ce que votre expérience, enfin expérience, en tout cas, est-ce que ça diffuse ailleurs? Est-ce que vous êtes sollicité? Alors moi, je vous avais rencontré donc avec l'UNADEL, donc l'Union nationale des acteurs de développement local. J'avais été très intéressée par ce que vous aviez expliqué, parce que bon, ça rejoint ce que nous faisons aussi au collectif, c'est-à-dire la participation citoyenne, pour arriver à faire bouger en fait les choses et puis pour pouvoir s'approprier aussi les grands enjeux qui sont déjà là et pour pouvoir y travailler ensemble de façon à pas imposer en fait par le haut, mais construire des solutions, notamment avec des personnes qui sont les plus impactées et qui ont le plus souvent une expertise d'usage, comme on appelle, c'est-à-dire qui savent ce qui se passe. Mm, mm. Bah, ça diffuse. Nous, on est sollicité, voilà, de temps en temps pour expliquer, pour témoigner ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire. Je pense que sur la question de l'adaptation au changement climatique, ce sera peut-être encore plus conséquent parce qu'en fait, il y a pas mal de territoires où forcément la question de l'eau, quand elle devient rare, on l'a vu récemment, ça peut cristalliser des choses compliquées. Et la procédure habituelle sur ce type de sujet, c'est vraiment de rester dans la technique et on voit les limites de tout ça parce qu'en fait, s'adapter à quelque chose, notamment au changement climatique, ça veut dire changer. Et on sait tous que le processus de changement, il est compliqué. C'est une question vraiment très, très individuelle et on touche à des choses de l'ordre de la psychologie, même de l'émotion. Et du coup, ces méthodes de travail qui remettent un peu l'humain avec toutes ses facettes, ses points de vue, et ses visions et ses caractéristiques au centre du processus, je pense que c'est un moyen d'aborder vraiment les sujets compliqués, quoi, et de faire en sorte qu'effectivement, ils se retrouvent partie prenante, en fait, de ce qui est en train de se passer et des projets qui vont se décider plutôt que juste spectateurs, voilà, sans forcément comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Et est-ce que ça a permis un autre travail, un autre regard croisé entre les élus et les services? Sans doute. Après, nous, on n'est pas très bien placés parce qu'on est une petite structure. On est donc de fait très proche. Enfin, nos élus, on est très proche d'eux. On se voit très facilement. On travaille ensemble régulièrement. Donc, je pense que ça n'a pas le même écho que dans une plus grande structure peut-être où les liens sont sans doute un peu plus distendus entre les élus et les services. Mais même nous, ça nous a réinterrogé, même entre nous, dans notre manière de travailler sur nos différents dossiers, parce que même dans une petite structure, finalement, on a chacun un peu nos spécialités et on a tous tendance à rester sur nos sujets de compétences et à pas assez quelque part partager les questions qui se posent et réfléchir de manière collective, en fait, parce que on a tous à y gagner, à élargir un petit peu les points de vue sur les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Et là, du coup, on se met oui, avoir un peu plus de travail transversal, en fait, et de mener les projets de manière un peu plus transversale que ce qu'on faisait auparavant. Alors j'ai encore une question là sur, encore sur les règles.
Oups, pardon. Oui, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu des difficultés à accepter le principe d'être consultés et ensuite de ne pas décider, qui est marqué dans les règles? Est-ce qu'il y a des gens à qui ça a été compliqué d'expliquer qu'on avait bien compris ce qu'ils voulaient, mais que finalement non? Bah, en tout cas, on ne nous l'a pas fait remonter. Après, globalement, pour le premier cas, là où le projet il est quand même bien avancé, quand même, au final, on a intégré énormément de choses de ce qui était ressorti de la concertation et du dialogue. Hein. Les quelques sujets qu'on n'a pas pu intégrer, typiquement les pas japonais dont je parlais, voilà, c'était facile à expliquer et il n'y avait pas de discussion à avoir. Donc, sur ce projet-là, non, on n'a eu aucun retour de ce type-là. Sur la question de la stratégie d'adaptation au changement climatique, ce sera sans doute plus compliqué parce que c'est un projet beaucoup plus délicat et complexe. Donc il y aura peut-être, mais en même temps, je pense que quand dès le début c'est explicité comme ça, ça limite quand même les frustrations, quoi, en disant que voilà, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on cogite ensemble. En fait, tout le résultat de ce dialogue, il est vraiment là pour éclairer la prise de décision, quoi, pour décider en connaissance de cause, en toute connaissance de cause, sur tous les liens qu'il peut y avoir avec le choix qui va être fait et la direction qu'on veut prendre, quoi. Super. D'autres questions, Janine ou Mathieu? Pas d'autres questions de mon côté. Ok, mais peut-être on va clore là cette première visioconférence avec le collectif pour Albi. Donc, un grand merci, Céline, pour toutes ces précisions, explications, présentations. Pour nous, c'est important aussi d'avoir ce côté concret, que ce ne soit pas simplement une idée sur un papier ou dans un bouquin, mais qu'on voit concrètement ce que ça peut donner. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit à propos des cercles vertueux, c'est-à-dire quelque chose qui en entraîne une autre chose. On a plutôt l'impression en ce moment de cercles négatifs où un problème en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, etc. Et je trouve que c'est pas mal porteur d'espoir de se dire qu'on peut aussi le faire dans l'autre sens et que la roue crantée, elle peut aussi tourner dans l'autre sens. Dans le bon sens, ouais. En fait, c'est la force du collectif, quoi. C'est vraiment le côté travail d'équipe pluridisciplinaire quelque part, hein, qui est super riche et qui fait naître plein de choses, quoi. Super. Merci beaucoup.